Nous sommes maintenant avec le grand écrivain Nedim Gürsel qui vient de faire paraître Au pays des poissons captifs aux éditions Bleu Autour, tandis que les éditions de Poche, Point, font paraître un livre plus ancien, Mirage du Sud, également de Nedim Gürsel. Nous allons donc parler, bien évidemment, de littérature dans ce lycée de Galatasaray qui nous prête sa bibliothèque et où vous avez fait, Nedim Gürsel, vos humanités en quelque sorte. Oui, en effet, j'ai passé 8 ans de ma vie ici, dans le lycée de Galatasaray. J'étais interne. C'est, je crois, Paul Nizan qui dit dans Aden Arabi, « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » Peut-être que j'en dirai pas autant, mais mes années d'adolescence étaient plutôt difficiles. Alors, vous en parlez dans Les Turbans de Venise, on avait signalé le passage tout à l'heure, je ne peux pas résister au plaisir de le lire. Puis, pendant 7 ans, on m'a aussi interdit de sortir en dehors du samedi après-midi. Jusqu'en terminale, je suis resté enfermé au lycée comme un prisonnier dans une forteresse. Il voulait qu'Aïs le plaigne et qu'elle soit émue par sa condition d'orphelin et par sa solitude. Il n'aurait pas imaginé pouvoir se promener avec une fille dans ce jardin de derrière, uniquement accessible aux élèves de terminale, même sous le prétexte des répétitions. Alors, on n'a pas vu l'extérieur, mais c'est un endroit luxuriant, magnifique, une très belle architecture, un grand jardin, la ville tout autour qui pulse avec intensité, et où là, dans une forteresse, obligé de suivre les programmes français, parce que Galatasaray, c'est une des grandes institutions de la francophonie, et vous n'êtes pas amer. Il y avait la solitude de l'internat, mais surtout la rumeur de la ville qui parvenait jusqu'à nous, parce que le lycée de Galatasaray se trouve en plein Beyoğlu, qui était à l'époque un quartier des plaisirs. Ça a un peu changé maintenant. Il y a eu quelques librairies qui ont ouvert depuis. Il y avait des rumeurs de femmes qui passaient à travers les murs. Parce que dans le dortoir, maintenant c'est un lycée mixte, mais de mon temps, nous étions à peu près 900 garçons. Et dans le dortoir, tard la nuit, je rêvais beaucoup de ces femmes qui étaient quelque part dans les maisons de rendez-vous. Oui, oui. Mais qui nous étaient aussi interdites. Alors tout cela fait travailler l'imaginaire. Alors cet imaginaire, Nedim Gürsel, est-ce qu'il travaillait en français? Parce que quand on vous entend, quand on vous lit, on voit bien que la langue française apprise ici a joué un rôle essentiel. Vous me disiez tout à l'heure, avant le début de cet entretien, que vous empruntiez des livres de Baudelaire, des poèmes de Baudelaire, que vous lisiez avec une lampe de poche dans votre dortoir. Donc, tout cet imaginaire s'exprimait en français? Oui, vous savez, bien que j'habite Paris depuis maintenant longtemps, presque 25 ans, je suis resté un auteur turc attaché à sa langue maternelle parce que mes livres sont traduits en français. Mais mon rapport à la langue française, évidemment, est lié à cette aventure du lycée de Galatasaray. Et c'est ici, en classe, mais parfois dans le dortoir, que j'ai découvert la littérature française. J'ai découvert la poésie de Baudelaire et je rêvais un peu de Paris où je n'étais jamais allé. Et puis les choses ont fait par la suite. Alors, je suis allé à Paris, qui est devenu mon port d'attache. Vous étiez prédestiné aussi, dans la mesure où votre père était notamment traducteur des livres de Henri Troyat en français. Votre mère, plus tard, a également fait des traductions en français. Il y avait quand même dans votre famille un goût, une attirance, une pratique brillante de la langue française. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en parle longuement dans ce récit autobiographique, Au pays des poissons captifs. Mon père était professeur de français. Mais il est mort très jeune, il avait 38 ans quand il est mort. Vous aviez 8 ans. Oui. Et moi j'avais 9 ans quand il est mort dans un accident de voiture. Il avait déjà traduit 2 romans d'Henri Troyat, La neige en deuil et Faux jours. Mais j'ai appris le français au lycée de Galatasaray. Ici. Voilà, mon père était déjà décédé. Et ma mère, qui était professeure de mathématiques, a appris après le français.
Et elle a voulu peut-être continuer un peu le travail inachevé de son mari en faisant des traductions. Elle a traduit Gide, Duras et aussi la biographie de Dostoïevski d'Henri Troya, comme quoi elle est revenue un peu sur le travail de son mari. Alors c'est magnifique cet élan de vos parents, c'est magnifique cet effort auquel vous vous êtes soumis pendant toutes ces années de pensionnaire à Galatasaray. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'au fond, vous avez gardé le lien avec la littérature turque et que en France, j'ai l'impression que votre lien avec la littérature turque s'est encore renforcé. Oui, aussi paradoxal que cela paraisse, c'est un peu à Paris que j'ai découvert les racines de ma culture en faisant notamment des études de turcologie, alors qu'au lycée de Galatasaray, mes livres de chevet, c'était Sartre et Camus, qu'on lisait beaucoup à l'époque. Mais je crois que cette appartenance de langue, de culture, je dirais, m'a beaucoup enrichi. Il s'agit de deux univers linguistiques radicalement différents. Alors, la langue turque, ça vient d'où? Alors, la langue turque est une langue dite agglutinante, oui, qui fonctionne sur la suffixation. Peut-être que mon jargon vous paraîtra un peu pédant, mais c'est-à-dire c'est une langue qui appartient à la famille des langues ouralo-altaïques. Lycée-ci, par exemple, Galatasaray, lycée-ci, ça veut dire lycée 2. Exactement. C'est ça, agglutine. Donc, voilà, et c'est un suffixe. Voilà, très bien. Et c'est... Ouralo-altaï, c'est-à-dire Asie centrale, en voilà, c'est une langue qui est apparentée, oui, par exemple, au mongol, c'est ça, mais aussi au coréen, oui, en même temps un tout petit peu quand même au hongrois. Voilà, oui, c'est ça. Il y a les langues les plus difficiles de la Terre, parce que le hongrois a la réputation d'être épouvantablement difficile. Peut-être bien, mais permettez-moi de dire, moi qui suis un écrivain de la langue turque, que c'est une des plus belles langues du monde, même si elle est difficile. Non, mais je vous crois absolument sur parole. Bon, alors cette langue, elle a aussi, malgré tout, connu des influences, comme toutes les langues. Est-ce qu'il y a des emprunts à l'arabe, au persan? Le fait que la religion musulmane soit prééminente a dû introduire des termes arabes. Oui, tout à fait. Avec l'islamisation des Turcs, à partir du Xe, XIe siècle, il y a eu une influence considérable de la langue arabe, mais aussi du persan sur la langue turque. Et l'élite ottomane a parlé une sorte de sabir, finalement, une sorte d'amalgame, une langue très influencée par l'arabe, qui était, disons, la langue juridique, et puis le persan, qui était la langue littéraire. C'était deux langues de référence pour les Ottomans. Mais le peuple turc, le peuple d'Anatolie, a continué à parler cette langue et aussi à créer des valeurs, notamment littéraires, dans cette langue. Je pense notamment au grand poète mystique Yunus Emre, qui a vécu au XIIIe siècle et qui a écrit dans une turque très pure, un peu en opposition, par exemple, au grand soufi qui était Celaleddin Rumi, qui lui a préféré la langue persane pour s'exprimer. Et puis, comme vous savez, avec les réformes kémalites,